C'était dans la cuisine que tout a dérapé. Jean-Marc se tenait debout près du plan de travail, les bras croisés, le regard vide. Il a lâché ces mots d'une voix glaciale, comme s'il parlait de la météo. « Tu gardes le gamin, moi je garde le chien. » J'ai cru mal entendre. Ma gorge s'est serrée d'un coup. Notre fils Arthur n'avait que 8 ans, un petit bonhomme plein de vie qui adorait dessiner des dragons et inventer des histoires. Et voilà qu'il était devenu une simple monnaie d'échange dans notre divorce. Sa mère était là aussi, toujours à ses côtés, sirotant son café avec un petit sourire en coin. Elle a ricané en posant sa tasse. « Au moins, le chien, il est propre et il obéit. » Ces mots flottaient dans l'air comme du poison. J'ai compris à ce moment-là que je n'étais pas seulement en train de perdre un mari, j'allais devoir me battre contre tout un clan. La cuisine de notre maison à Bordeaux, celle où on avait partagé tant de repas en famille, était devenue un champ de bataille. Les carreaux blancs du mur reflétaient la lumière froide de novembre. Arthur était à l'école, heureusement. Il ne savait pas encore que son monde allait basculer. Simone, ma belle-mère, a continué sur sa lancée. « De toute façon, Céline, on sait tous que tu n'as jamais été très stable. Toujours à pleurer pour un rien, à faire des drames. » J'ai serré les poings sous la table. Pas question de leur donner raison en craquant maintenant. Jean-Marc regardait par la fenêtre qui donnait sur notre petit jardin. On avait planté ce cerisier ensemble quand Arthur était bébé. Il avait dit qu'on vieillirait ensemble, qu'on verrait l'arbre grandir avec notre fils. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Je vais prendre un avocat, j'ai dit d'une voix que j'espérais ferme. Arthur reste avec moi. Il s'est retourné, un sourire mauvais aux lèvres. Avec quel argent? Tu crois vraiment que ton petit salaire de prof va suffire contre Maître Durand? C'était vrai. Son cabinet d'architecture marchait bien, très bien même. Moi, avec mes cours de français au collège, je ne faisais pas le poids financièrement. Mais l'amour d'une mère, ça ne s'achète pas. J'ai quitté la maison ce jour-là en claquant la porte. Dans ma Clio rouge garée devant, j'ai respiré un grand coup. L'air sentait la pluie qui arrivait. J'ai appelé ma meilleure amie, Sophie. Elle a décroché à la première sonnerie. Il veut me prendre Arthur, j'ai dit en ravalant mes larmes. Jamais de la vie. On va se battre, ma belle. Mon cousin est avocat, tu te souviens? Je t'envoie son numéro. La bataille pour la garde a commencé dès la semaine suivante. Les papiers officiels sont arrivés un mardi matin, dans une enveloppe beige qui sentait le malheur. Jean-Marc demandait la garde exclusive, prétextant mon instabilité émotionnelle et mes difficultés financières. Sa mère avait même écrit une lettre de témoignage, racontant des histoires inventées sur mes prétendues crises de nerfs. Arthur ne comprenait pas pourquoi papa ne rentrait plus à la maison. Je lui ai expliqué que parfois, les adultes avaient besoin de vivre séparément pour être plus heureux. Il a hoché la tête, mais ses grands yeux marrons étaient pleins de questions qu'il n'osait pas poser. On a déménagé dans un petit appartement près du jardin public. 2 chambres, une cuisine ouverte sur le salon. C'était moins grand que la maison, mais c'était notre chez nous. Arthur a décoré sa chambre avec ses dessins de super-héros. Le soir, on se blottissait sur le canapé pour regarder des films. J'essayais de maintenir une routine normale, mais mon cœur était en miettes. Les rendez-vous chez l'avocat s'enchaînaient. Maître Lefebvre était une femme d'une 40aine d'années, directe et efficace. Elle m'a tout de suite rassurée, la garde des enfants ne se décide pas sur le compte en banque, madame. On va leur montrer qui est la vraie mère ici. Mais Jean-Marc avait des atouts. Il louait maintenant une grande maison avec jardin à Codéran, le quartier chic. Il inscrivait Arthur à des cours de tennis le week-end, l'emmenait au restaurant. Moi, je l'emmenais au parc, on faisait des pique-niques avec des sandwichs maison. La différence était criante. Un soir, Arthur est rentré de son week-end chez son père avec un air bizarre. Il a posé son sac dans l'entrée et m'a regardé longtemps avant de dire « Mamie Simone dit que tu es trop fatiguée pour bien t'occuper de moi. » C'est vrai? Mon sang n'a fait qu'un tour. Il commençait déjà à le manipuler. J'ai pris mon fils dans mes bras, respiré l'odeur de ses cheveux qui sentaient encore le shampoing à la pomme verte que j'achetais toujours. Mon chéri, je ne suis jamais trop fatiguée pour toi. Tu es ce que j'ai de plus précieux au monde.
Il s'est blotti contre moi, mais je sentais qu'il était troublé. La guerre psychologique avait commencé, et mon petit garçon était pris entre deux feux. Le temps passait, et l'audience approchait. Jean-Marc multipliait les coups bas. Un jour, j'ai appris qu'il avait contacté la directrice de l'école pour s'inquiéter de mes absences répétées, alors que je n'avais manqué qu'une réunion parents-prof à cause d'une gastro. Il construisait méthodiquement son dossier contre moi. Sophie venait souvent nous voir. Elle apportait des gâteaux, jouait avec Arthur, me remontait le moral quand je flanchais. « Tu es une mère extraordinaire, Céline. Ça se voit à des kilomètres. Le juge le verra aussi. » Mais certains soirs, quand Arthur dormait, je m'asseyais sur le balcon de notre petit appartement et je regardais les lumières de Bordeaux. La Garonne scintillait au loin. Je me demandais si j'étais assez forte pour gagner cette bataille. Mon salaire suffisait à peine pour le loyer et les courses. Jean-Marc, lui, pouvait offrir à Arthur tout ce dont il rêvait matériellement. C'est pendant une de ces nuits de doute qu'Arthur s'est levé pour boire. Il m'a trouvé en larmes sur le balcon. Sans rien dire, il s'est assis sur mes genoux et m'a fait un câlin. « T'inquiète pas, maman. Moi je sais que tu m'aimes plus que tout. » Ces mots simples m'ont redonné la force de continuer. L'amour, c'était notre arme secrète. Et aucun avocat, aucune belle-mère toxique ne pourrait nous l'enlever. Notre appartement était devenu notre refuge. Petit mais chaleureux, avec ses murs couleur crème et ses plantes vertes qui grimpaient près de la fenêtre. Arthur s'était adapté rapidement, transformant sa chambre en repère secret avec ses posters de l'OM et ses étagères pleines de BD. Mais derrière son sourire, je voyais bien que quelque chose clochait. Les week-ends chez son père étaient devenus un calvaire silencieux. Jean-Marc jouait le père parfait en public. Football le samedi matin, MC2 le midi, cinéma l'après-midi. Sur Instagram, il postait des photos d'eux de tout sourire. Mais quand Arthur revenait le dimanche soir, il était différent. Plus silencieux. Les épaules voûtées. Il regardait par la fenêtre de la voiture sans dire un mot pendant tout le trajet. Un dimanche de décembre, il est rentré particulièrement perturbé. Il a laissé tomber son sac dans l'entrée et s'est dirigé directement vers sa chambre. Je l'ai suivi doucement. « Ça va mon cœur ? Tu veux qu'on parle ? » Il était assis sur son lit, fixant ses chaussures. Après un long silence, il a murmuré « Papa dit que je suis le problème. Que si vous vous êtes séparés, c'est à cause de moi. » J'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. Comment Jean-Marc pouvait-il dire ça à notre fils ? J'ai pris Arthur dans mes bras, sentant son petit corps trembler contre moi. « Écoute-moi bien, mon amour. Tu n'es pas le problème. Tu ne l'as jamais été. Papa et moi, on a des soucis d'adultes, mais ça n'a rien à voir avec toi. Tu es ce qu'on a fait de plus beau ensemble. » Il a hoché la tête, mais je voyais bien qu'il n'était pas convaincu. Les mots de son père avaient laissé des traces profondes. La routine de la semaine nous aidait à garder pied. Le matin, on prenait le petit déjeuner ensemble. Céréales pour lui, café pour moi. Je le déposais à l'école Jules Ferry avant d'aller au collège où j'enseignais. Le soir, on faisait les devoirs sur la table de la cuisine pendant que je préparais le dîner. C'était simple, mais c'était notre vie. Les collègues au travail étaient au courant de ma situation. Françoise, la prof de maths, me glissait parfois des tupperwares avec des restes de ses plats. « Pour toi et le petit », disait-elle avec un clin d'œil. Cette solidarité me touchait profondément. Mais Jean-Marc continuait sa guerre d'usure. Un mercredi, Arthur est rentré de l'école avec une tablette flambant neuve. « Papa me l'a donnée ce matin devant l'école », a-t-il dit en haussant les épaules. Je n'avais pas les moyens de lui offrir ce genre de cadeau. Une Nintendo Switch est apparue la semaine suivante. Puis des baskets à 150 €. Je ne pouvais pas rivaliser. Pour son anniversaire, je lui avais fabriqué un album photo avec nos souvenirs, nos sorties au parc, nos moments complices. Jean-Marc lui avait offert un vélo électrique. La comparaison était cruelle. Arthur commençait à avoir des troubles du sommeil. Il se réveillait la nuit, venait se glisser dans mon lit. Je le laissais faire, même si les livres de psychologie disaient qu'il fallait le raccompagner dans sa chambre. Il avait besoin de réconfort,
et moi aussi. Un soir, son téléphone a vibré pendant qu'on regardait la télé. Il l'a regardé puis l'a posé face contre le canapé. Son visage s'était fermé d'un coup. Et c'était qui, mon poussin? Papa. Tu veux lui répondre? Non. J'ai respecté son silence, mais l'inquiétude grandissait. Qu'est-ce que Jean-Marc pouvait bien lui dire pour qu'il réagisse comme ça? Le jeudi suivant, j'ai reçu un appel de l'école. Madame Moreau, la directrice, voulait me voir d'urgence. Arthur s'était endormi en classe. 2 fois dans la semaine. Son institutrice s'inquiétait. Dans le bureau de la directrice, j'ai essayé d'expliquer la situation sans trop en dire. Le divorce, les allers-retours, l'adaptation. Elle m'a écouté avec bienveillance. Je comprends, madame. Mais Arthur semble vraiment perturbé. Peut-être devriez-vous envisager un suivi psychologique? Cette nuit-là, j'ai veillé Arthur qui dormait. Son visage était paisible dans le sommeil, mais ses sourcils restaient froncés. Même dans ses rêves, il portait le poids de notre conflit. Le week-end suivant, c'était mon tour de le garder. On est allé au marché des Capucins, notre tradition du samedi. Arthur adorait choisir les fruits, discuter avec les marchands. Monsieur Chen, le vendeur de légumes asiatiques, lui offrait toujours un M. Mais même là, dans cette ambiance familière, Arthur restait distant. Il regardait les autres familles, les pères qui portaient leurs enfants sur les épaules, les mères qui riaient. Notre duo mère-fils semblait incomplet. De retour à l'appartement, j'ai tenté une approche directe. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Même les choses difficiles. Il a levé les yeux de ses Legos. Même si ça te rend triste? Surtout si ça me rend triste. C'est mon job de maman de porter tes soucis avec toi. Il a réfléchi un moment, puis a repris sa construction. Le mur était encore là, mais j'avais peut-être ouvert une brèche. Sophie passait nous voir régulièrement. Elle emmenait Arthur au cinéma ou au parc pour me laisser souffler un peu. Un soir, elle m'a trouvé effondrée sur le canapé, épuisée. Tu craques? Je n'en peux plus, Sophie. Jean-Marc gagne sur tous les tableaux. L'argent, les cadeaux, l'image du père cool. Et moi je suis là avec mes petits moyens, à essayer de limiter les dégâts. Elle s'est assise à côté de moi, m'a pris la main. Tu sais ce que m'a dit Arthur la dernière fois? Que sa maman faisait les meilleures crêpes du monde. Que tu sentais bon la vanille. Que tu savais toujours trouver les mots pour le consoler. C'est ça qui compte, Céline. Pas les tablettes ou les vélos électriques. Début janvier, j'ai remarqué des messages étranges sur le téléphone d'Arthur. Des textos qui ne ressemblaient pas à sa façon de parler. Maman exagère toujours tout, je préférerais vivre avec toi, elle est trop stressée pour s'occuper de moi correctement. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas Arthur qui écrivait ça. C'était son père, j'en étais sûre. Il utilisait le téléphone de notre fils pour m'envoyer ses messages. La manipulation atteignait un nouveau niveau. Un matin, Arthur a refusé d'aller à l'école. Il prétendait avoir mal au ventre. J'ai posé ma main sur son front, vérifié sa température. Rien. C'était autre chose. Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur? Il a détourné le regard. Si je vais à l'école, papa va venir me chercher à la sortie. Je veux pas y aller. C'était la première fois qu'il exprimait clairement un malaise vis-à-vis de son père. J'ai appelé l'école pour prévenir de son absence et on a passé la journée ensemble. On a cuisiné des cookies, regardé ses films préférés. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai retrouvé mon petit garçon rieur. Ce soir-là, j'étais dans la cuisine en train de préparer une quiche lorraine quand Arthur est venu s'asseoir à table. Il avait son téléphone dans les mains, le fixait avec une expression que je ne lui connaissais pas. Un mélange de peur et de résignation. « Maman, je peux te montrer quelque chose ?» J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et me suis assise face à lui. Il a poussé le téléphone vers moi, lentement, comme s'il me confiait un secret trop lourd à porter. L'écran affichait une conversation WhatsApp avec son père. Je me suis mise à lire, et chaque message était comme un coup de poignard. « Et n'oublie pas ce qu'on a dit. Ta mère est fragile,
il ne faut pas lui raconter nos discussions. Si elle te pose des questions sur le week-end, tu dis que tout s'est bien passé. Tu te souviens de ce que je t'ai expliqué? Si tu veux avoir ta propre chambre dans ma nouvelle maison, il faut que tu dises au juge que tu préfères vivre avec moi. Mes mains tremblaient. Je continuais à faire défiler les messages, chacun plus manipulateur que le précédent. Ta mère ne comprend pas ce qui est bon pour toi. Elle est trop émotive. Mamie Simone et moi, on sait mieux s'occuper de toi. Tu verras, quand tu vivras avec nous, tu auras tout ce que tu veux. Si elle continue à être difficile, je ferai en sorte qu'elle ne puisse plus te voir du tout. Cette dernière phrase m'a glacé le sang. Arthur me regardait, les yeux brillants de larmes retenues. Je voulais pas te le montrer avant, j'avais peur que tu sois fâché contre moi. J'ai pris une grande inspiration pour ne pas exploser de rage. Pas devant lui. J'ai posé le téléphone et j'ai pris ses petites mains dans les miennes. Mon amour, tu as très bien fait de me montrer ça. Je ne suis pas fâchée contre toi, jamais. C'est papa qui fait quelque chose de mal, pas toi. Il a hoché la tête, soulagé. Je me suis levée pour aller chercher mon propre téléphone. Il fallait que je photographie ces messages immédiatement. Preuve. J'avais enfin une preuve tangible de la manipulation. Tu veux qu'on regarde ensemble, j'ai demandé. Arthur a acquiescé. On s'est installé sur le canapé, et j'ai commencé à prendre des captures d'écran de chaque message. Il y en avait des dizaines. Certains remontaient à plusieurs mois. Regarde celui-là, a dit Arthur en pointant un message. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est papa qui a pris mon téléphone. Le message disait, maman est trop fatiguée pour bien s'occuper de moi. Je préfère être chez toi. Comment tu sais que c'est papa qui l'a écrit? Parce que j'étais sous la douche quand il a été envoyé. Et puis je dis jamais maman, je dis mam. Ce petit détail m'a ému. Mon fils était observateur, intelligent. Il avait compris tout seul les manipulations de son père. J'ai continué à photographier les messages. Certains étaient des instructions précises sur ce qu'il devait dire ou ne pas dire. D'autres étaient des promesses conditionnelles, si tu fais ci, tu auras ça. C'était un véritable lavage de cerveau. Et tu sais quoi, maman? Des fois, papa il me fait répéter des phrases. Il dit que c'est pour m'entraîner pour quand on verra le juge. Mon cœur s'est arrêté. Quel genre de phrase? Que je suis mieux chez lui. Que tu cries souvent. Que j'ai peur quand tu conduis. Mais c'est pas vrai. Tu cries jamais et tu conduis super bien. J'ai dû me retenir pour ne pas pleurer. Mon petit garçon de 8 ans était pris dans une guerre psychologique qu'il n'aurait jamais dû connaître. Ce soir-là, après avoir couché Arthur, j'ai appelé mon avocate. Il était tard, mais Maître Lefebvre m'avait dit de la contacter en cas d'urgence. Et ça, c'était une urgence. Et Céline? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. Les messages, les manipulations, les répétitions forcées. Elle m'a écouté en silence, puis a dit d'une voix ferme, « Envoyez-moi toutes les captures d'écran ce soir. On va ajouter ça au dossier. » C'est exactement ce qu'il nous fallait. Manipulation parentale caractérisée. Les jours suivants, j'ai remarqué d'autres choses. Arthur avait un petit carnet dans son sac, rempli de notes de la main de son père. Des aides-mémoires sur ce qu'il devait dire, comment il devait se comporter. C'était glaçant. Sophie est venue nous voir le week-end suivant. Pendant qu'Arthur jouait dans sa chambre, je lui ai montré les messages. Elle a pâli en les lisant. Mais c'est dingue. Il est complètement malade. Tu vas faire quoi? Mon avocate prépare une requête en urgence. On va demander une suspension des droits de visite non supervisés. Sophie m'a serré dans ses bras. Tu vas y arriver, ma belle. Cet enfoiré ne gagnera pas. Le lundi, j'ai eu un rendez-vous avec la psychologue scolaire. Madame Dufour était une femme douce, habituée aux situations familiales compliquées. Je lui ai montré quelques messages, sans entrer dans tous les détails. Arthur montre des signes de stress importants, a-t-elle confirmé. Je vais faire un rapport pour appuyer votre dossier. Un enfant ne devrait jamais être instrumentalisé comme ça. Cette semaine-là,
Arthur a commencé à s'ouvrir davantage. Il me racontait ce qui se passait chez son père. Les longues discussions où Jean-Marc lui expliquait que j'étais malade, que j'avais besoin d'aide. Les cadeaux qu'il recevait après avoir répété les bonnes phrases. Les menaces voilées quand il refusait de coopérer. Une fois, j'ai dit que je voulais rentrer chez toi. Papa s'est fâché. Il a dit que si je continuais comme ça, tu finirais toute seule et triste. J'écrivais tout dans un cahier. Date, heure, citation exacte. Mon avocate m'avait conseillé de tout documenter. Le dossier grossissait de jour en jour. Un mercredi soir, le téléphone d'Arthur a sonné pendant le dîner. C'était son père. Arthur a regardé l'écran puis m'a regardé, perdu. Tu peux répondre si tu veux. Ou pas. C'est toi qui décides. Il a laissé sonner. Le téléphone s'est tu, puis a recommencé. 5 appels d'affilée. Puis les messages ont commencé à arriver. Pourquoi tu ne réponds pas? Ta mère t'empêche de me parler? C'est pas bien de ne pas répondre à son papa. On avait dit qu'on se parlait tous les soirs, tu te souviens? Arthur regardait les notifications apparaître, le visage tendu. J'ai posé ma main sur la sienne. Tu n'es obligé de rien, mon cœur. Si tu ne veux pas répondre, tu ne réponds pas, il a éteint le téléphone. Je veux juste manger tranquille avec toi. C'était un petit acte de rébellion, mais c'était énorme pour lui. Il commençait à reprendre le contrôle sur sa vie. Le lendemain, j'ai reçu un appel furibond de Jean-Marc. Il criait dans le téléphone, m'accusait de monter Arthur contre lui, menaçait de saisir le juge en urgence. Je l'ai laissé vider son sac, puis j'ai dit calmement, tout est enregistré, Jean-Marc. Continue comme ça, tu facilites mon travail. Il a raccroché brutalement. Dans le salon, Arthur me regardait. Il avait tout entendu. Papa est en colère parce que j'ai pas répondu. Papa est en colère parce qu'il perd le contrôle. C'est pas ta faute. Cette nuit-là, j'ai relu tous les messages que j'avais photographiés. La manipulation était systématique, organisée. Mon ex-mari avait méthodiquement essayé de retourner notre fils contre moi. Mais il avait sous-estimé 2 choses, l'intelligence d'Arthur et la force de notre lien. Les captures d'écran étaient maintenant organisées dans un dossier sécurisé. Mon avocate préparait l'audience. Le combat n'était pas fini, loin de là. Mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'avais de vraies munitions. Et surtout, j'avais Arthur de mon côté. Pas parce que je l'avais manipulé, mais parce qu'il avait choisi la vérité. Le palais de justice de Bordeaux m'a toujours impressionné avec ses colonnes immenses et son architecture imposante. Mais ce matin de février, en montant les marches avec Arthur, j'avais l'impression d'affronter une montagne. Mon tailleur bleu marine était mon armure, choisie avec soin pour paraître sérieuse sans être austère. Arthur portait sa chemise blanche et son pantalon gris, les cheveux bien coiffés. On aurait dit un petit homme. Sophie nous attendait dans le hall. Elle m'a serré fort dans ses bras, puis s'est penchée vers Arthur. « Ça va aller, champion. Ta maman et toi, vous êtes les plus forts. » Maître Lefebvre est arrivé peu après, son cartable en cuir débordant de dossiers. Elle avait ce regard déterminé qui me rassurait un peu. « Prête ? » Le juge Martineau est réputé pour son équité. On a toutes nos chances. En entrant dans la salle d'audience, j'ai tout de suite vu Jean-Marc. Costume anthracite, cravate parfaite, assis entre son avocat et sa mère. Simone portait son tailleur Chanel et son air supérieur habituel. Ils formaient un front uni, intimidant. La salle était plus petite que ce que j'imaginais. Boiserie sombre, drapeau français, et cette table haute où le juge allait s'asseoir. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Arthur s'est assis à côté de moi sur le banc. Sa petite main a trouvé la mienne. Je l'ai serrée doucement. Le juge est entré. Un homme d'une 60aine d'années, lunettes sur le nez, l'air sévère mais pas méchant. Tout le monde s'est levé, puis rassis. Le greffier a annoncé l'affaire. L'avocat de Jean-Marc a commencé. Maître Durand était exactement comme je l'avais imaginé, lisse, froid, efficace. Il a dressé un portrait de moi qui m'a fait frémir.
Instable émotionnellement. Financièrement précaire. Incapable d'offrir à Arthur le cadre dont il avait besoin. Mon client peut offrir à l'enfant une stabilité matérielle et affective supérieure. Grande maison, quartier sûr, présence de la grand-mère pour les devoirs. J'écoutais, les mains crispées sur mes genoux. Chaque mot était calculé pour me faire passer pour une mère inadéquate. Il a même mentionné mes absences répétées aux réunions scolaires, cette unique fois où j'étais malade. Quand ça a été le tour de mon avocate, elle s'est levée calmement. Sa voix était posée mais ferme. Votre honneur, nous allons démontrer aujourd'hui que Madame Céline Dubois n'est pas seulement une mère aimante et dévouée, mais qu'elle est aussi victime d'une campagne de manipulation orchestrée par Monsieur Dubois. Elle a commencé à exposer les faits. Ma situation professionnelle stable. Mon logement adapté. Les témoignages des enseignants sur mon implication. Puis elle est arrivée au message. J'aimerais attirer l'attention du tribunal sur ces échanges WhatsApp entre Monsieur Dubois et l'enfant. Le silence s'est fait dans la salle. Elle a lu certains messages à voix haute. La manipulation apparaissait clairement. Jean-Marc s'est agité sur sa chaise. Son avocat a tenté d'objecter, parlant de messages sortis de leur contexte. Le juge a levé la main. Je vais examiner ces documents. Mon avocate a continué, méthodique. Elle a présenté le rapport de la psychologue scolaire, les témoignages de mes collègues. Puis est venu le moment que je redoutais et espérais à la fois. Votre honneur, si vous le permettez, l'enfant souhaiterait s'exprimer. Non pas pour témoigner formellement, mais pour partager ses sentiments avec vous. Le juge a réfléchi un moment, puis a hoché la tête. J'accepte. L'enfant peut s'approcher. Arthur s'est levé. Je voyais ses jambes trembler légèrement, mais son visage était déterminé. Il a marché jusqu'au juge, tout petit face à cette grande table. Bonjour monsieur le juge, a-t-il dit d'une voix claire. Le juge s'est penché légèrement, son expression s'adoucissant. Bonjour Arthur. Tu veux me dire quelque chose? Arthur a sorti un petit carnet de sa poche. Je peux lire ce que j'ai écrit? Bien sûr. Mon fils a ouvert son carnet. Ses mains tremblaient un peu, mais sa voix était ferme. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est ce que papa m'a fait écrire hier soir. L'atmosphère dans la salle s'est tendue. Jean-Marc s'est penché vers son avocat, chuchotant furieusement. Mais il était trop tard. Arthur a commencé à lire, mon papa m'a dit d'écrire, maman pleure tout le temps et j'ai peur. Mais c'est pas vrai. Maman elle sourit beaucoup et elle me fait rire. Il a tourné la page. Il m'a dit aussi d'écrire, je veux vivre avec papa parce que maman s'occupe mal de moi. Mais maman fait mes repas préférés et elle m'aide pour mes devoirs. Elle me lit des histoires le soir. Le juge écoutait attentivement. Jean-Marc était devenu très pâle. Sa mère serrait son sac à main comme si sa vie en dépendait. Arthur a regardé le juge droit dans les yeux. Je veux pas mentir. Papa dit que si je dis la vérité, maman sera triste et toute seule. Mais moi je sais que mentir c'est mal. Le silence était assourdissant. Même le greffier avait arrêté de taper. Arthur a continué, et là, j'ai vu mon petit garçon devenir grand. Mamie Simone dit que maman est pas assez bien pour nous. Mais maman elle m'aime comme je suis. Elle me gronde pas quand j'ai des mauvaises notes, elle m'aide à comprendre. Chez papa, si j'ai pas 20/20, il est fâché. Le juge a hoché la tête doucement. Je comprends, Arthur. C'est très courageux de ta part. Arthur a fouillé dans sa poche et a sorti son téléphone. Je peux vous montrer les messages? Les vrais. Ceux que papa m'envoie la nuit quand je suis chez maman. L'avocat de Jean-Marc s'est levé d'un bond. Objection. Cette preuve n'a pas été communiquée. Le juge l'a coupé d'un geste. Maître, cet enfant n'est pas un témoin formel. Je souhaite voir ces messages. Arthur a tendu son téléphone au juge. J'ai vu Martineau parcourir l'écran, ses sourcils se fronçant de plus en plus. De temps en temps, il levait les yeux vers Jean-Marc, puis revenait au téléphone. Après ce qui m'a paru une éternité, le juge a rendu le téléphone à Arthur. Merci, mon garçon.
Tu peux retourner t'asseoir. Arthur est revenu vers moi, la tête haute. Je l'ai serré contre moi, fier de son courage. Sophie, derrière nous, reniflait discrètement. Le juge a pris quelques notes, puis s'est adressé à Jean-Marc directement. Monsieur Dubois, ces messages sont troublants. Avez-vous quelque chose à dire? Jean-Marc s'est levé, tentant de garder sa superbe. Votre honneur, ces messages ont été mal interprétés. Je voulais simplement. Monsieur Dubois, l'a coupé le juge, utiliser un enfant de 8 ans comme messager, lui dicter des mensonges, le manipuler émotionnellement, ce n'est pas de l'interprétation. C'est de la maltraitance psychologique. Le mot était lâché. Maltraitance. Simone a laissé échapper un petit cri indigné. Jean-Marc s'est rassis, défait. Mon avocate s'est levée pour sa plaidoirie finale. Elle a été brillante, rappelant l'intérêt supérieur de l'enfant, la stabilité émotionnelle qu'il trouvait avec moi malgré mes moyens modestes. L'argent ne fait pas le parent, votre honneur. L'amour, le respect, l'honnêteté, voilà ce qui fait un foyer. L'avocat de Jean-Marc a tenté une dernière défense, mais le cœur n'y était plus. Même lui semblait avoir compris que la partie était perdue. Le juge a annoncé qu'il se retirait pour délibérer. Ces minutes d'attente ont été les plus longues de ma vie. Arthur dessinait sur un coin de papier, étrangement calme maintenant qu'il avait dit sa vérité. Quand le juge est revenu, j'ai arrêté de respirer. Il s'est assis, a regardé l'assemblée, puis a commencé à parler d'une voix claire et ferme. Le juge Martineau a ajusté ses lunettes et s'est penché légèrement en avant. Sa voix résonnait dans le silence de la salle d'audience. « Arthur, j'aimerais que tu viennes me voir encore un moment. » Mon cœur s'est serré. Arthur s'est levé, plus confiant cette fois. Il a marché jusqu'au juge, le dos droit. Dans sa main, il tenait toujours son petit carnet. « Tu as encore quelque chose à me dire ?» a demandé le juge d'une voix douce. Arthur a hoché la tête. « Oui, monsieur. J'ai pas tout dit tout à l'heure. » Jean-Marc s'est agité sur sa chaise. Son avocat a posé une main sur son bras pour le calmer. Ma propre avocate me regardait, les yeux brillants d'anticipation. Arthur a ouvert son carnet à une page marquée d'un post-it rose. « C'est ce que papa m'a envoyé hier soir. Je l'ai recopié pour pas l'oublier. » Il a commencé à lire, sa voix d'enfant emplissant la salle. « Si tu dis du mal de moi au juge, maman va avoir des problèmes. Je peux faire en sorte qu'elle perde son travail. Tu veux pas que maman soit au chômage, hein ?» Un frisson a parcouru la salle. Le greffier a arrêté de taper. Même l'huissier près de la porte semblait figé. Le juge a tendu la main. « Puis-je voir ton carnet, Arthur ?» Mon fils lui a donné son précieux carnet. Le juge l'a feuilleté lentement, lisant chaque page. Son visage devenait de plus en plus grave. « Quand as-tu commencé à écrire tout ça ? » Y a 3 mois. Quand papa a commencé à me dire des choses bizarres sur maman. J'avais peur d'oublier, alors j'écrivais tout. Le juge a continué à lire. Parfois, il fronçait les sourcils. D'autres fois, il secouait légèrement la tête. Dans la salle, on aurait entendu une mouche voler. « Arthur, a-t-il dit finalement, est-ce que ton papa t'a déjà demandé de mentir sur d'autres choses ?» Arthur a baissé les yeux. « Oui. Il m'a dit de dire à l'école que j'étais tombée dans les escaliers. Mais c'est pas vrai. » Mon sang s'est glacé. Je ne savais rien de ça. Le juge a levé un sourcil interrogateur. « Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? » Papa était en colère parce que j'avais dit à mamie Simone que maman me manquait. Il a jeté mon cartable très fort et il a touché mon épaule. Après il a dit pardon, mais il m'a fait promettre de pas le dire. J'ai dû me retenir pour ne pas bondir de mon siège. Sophie a posé une main sur mon épaule. Jean-Marc était devenu livide. Sa mère regardait droit devant elle, le visage fermé. Le juge a pris une profonde inspiration. « Merci Arthur. Tu as été très courageux. Tu peux retourner t'asseoir. » Mais Arthur n'avait pas fini. « Monsieur le juge, j'ai encore un truc à dire. » « Je t'écoute. » Hier soir, papa m'a dit que si je disais la vérité aujourd'hui,
il allait emmener Rex chez le vétérinaire pour le faire piquer. Rex, c'est mon chien. Il a rien fait de mal. Cette fois, c'était trop. Les larmes coulaient sur mes joues. Quel monstre menaçait un enfant avec la mort de son animal de compagnie? Le juge s'est tourné vers Jean-Marc. Monsieur Dubois, ces allégations sont extrêmement graves. Jean-Marc s'est levé, le visage cramoisi. C'est un malentendu. Cet enfant déforme mes paroles. Il est manipulé par sa mère. Asseyez-vous. A tonné le juge. Le silence est retombé comme une chape de plomb. Jean-Marc s'est rassis, tremblant. Maître Lefebvre, a dit le juge en se tournant vers mon avocate, avez-vous d'autres éléments à présenter? Elle s'est levée. Oui, votre honneur. Avec votre permission, j'aimerais présenter les captures d'écran des conversations WhatsApp que nous avons soigneusement datées et authentifiées. Elle a remis une liasse de documents au greffier. Le juge les a examinés un par un. Son visage devenait de plus en plus sombre. Je vois ici des messages datés d'hier, 23h47. Monsieur Dubois, vous écriviez à votre fils, je cite, « N'oublie pas notre plan. Tu dis que tu veux vivre avec moi et que maman te fait peur. Si tu fais bien, on ira à Disneyland. » Jean-Marc a tenté de protester, mais le juge a levé la main pour le faire taire. Et celui-ci, daté d'avant-hier, ta mère est folle, tu sais. Les fous, on les enferme. Tu veux pas que maman soit enfermée, hein? Monsieur Dubois, comment expliquez-vous ces messages? L'avocat de Jean-Marc s'est levé précipitamment. Votre honneur, mon client était sous le coup de l'émotion. Maître Durand, ces messages s'étalent sur plusieurs mois. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la manipulation systématique. Arthur, assis à côté de moi, a levé la main comme à l'école. Le juge l'a remarqué. Oui, Arthur. J'ai oublié de dire. Papa m'a aussi fait signer un papier. Il a dit que c'était pour l'école, mais après j'ai vu que c'était écrit que je voulais plus voir maman. Cette fois, même l'avocat de Jean-Marc semblait abasourdi. Il s'est tourné vers son client avec un regard qui en disait long. Mon avocate a bondi sur l'occasion. Votre honneur, falsification de documents impliquant un mineur. C'est un délit pénal. Le juge a hoché la tête gravement. Il s'est tourné vers le greffier. Veuillez noter qu'une transmission au procureur de la République sera effectuée concernant ces faits. Simone a finalement craqué. Elle s'est levée d'un bond. C'est ridicule. Mon fils est un excellent père. Cette femme l'a rendu fou avec son incompétence. Madame, asseyez-vous ou je vous fais expulser de cette salle, a ordonné le juge. Elle s'est rassise, mais a continué à marmonner. Le juge l'a ignorée et s'est adressé à nouveau à Arthur. Mon garçon, j'ai une dernière question. Où te sens-tu le plus en sécurité? Arthur n'a pas hésité une seconde. Avec maman. Chez maman, je peux être moi. Je peux pleurer si je suis triste. Je peux avoir des mauvaises notes sans avoir peur. Je peux dire que j'aime mon papa même s'il fait des choses pas bien. Ces derniers mots m'ont bouleversé. Malgré tout ce que Jean-Marc lui avait fait subir, Arthur l'aimait encore. C'était ça, l'innocence d'un enfant. Le juge s'est retiré à nouveau pour délibérer. Cette fois, personne ne parlait. Jean-Marc fixait ses mains. Simone regardait le plafond. Mon avocate me tenait la main. Quand le juge est revenu, son expression était résolue. Il s'est assis, a regardé l'assemblée, puis a parlé d'une voix claire et ferme, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et au vu des éléments présentés aujourd'hui, notamment la manipulation psychologique avérée et les menaces exercées sur un mineur. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine ses paroles. Arthur serrait ma main. Sophie retenait son souffle derrière nous. Le moment de vérité était arrivé. Le juge Martineau a pris une profonde inspiration avant de continuer. Ces mots résonnaient dans la salle silencieuse comme des coups de marteau. La garde exclusive de l'enfant Arthur Dubois est accordée à sa mère, Madame Céline Dubois. J'ai senti mes jambes se dérober. Sophie a poussé un petit cri de joie étouffé. Arthur s'est blotti contre moi, tremblant.
Monsieur Jean-Marc Dubois bénéficiera d'un droit de visite supervisé, un samedi sur 2, dans un lieu neutre désigné par les services sociaux, pour une durée initiale de 6 mois. L'avocat de Jean-Marc a tenté une dernière objection, mais le juge l'a coupée net. Cette décision est également motivée par les éléments suivants: manipulation psychologique caractérisée, tentative d'aliénation parentale, menace sur l'enfant, et falsification présumée de documents. Un signalement sera fait auprès du procureur de la République. Jean-Marc s'est effondré sur sa chaise. Sa mère a laissé échapper un sanglot indigné. Moi, je tenais Arthur contre moi, incapable de réaliser pleinement ce qui venait de se passer. De plus, a continué le juge, Monsieur Dubois devra suivre une thérapie familiale obligatoire avant toute réévaluation de ses droits de visite. La pension alimentaire est fixée à 400 € par mois. Il a frappé son marteau. L'audience est levée. Dans la confusion qui a suivi, je me souviens de certains détails avec une clarté étonnante. Le visage défait de Jean-Marc. Simone qui sortait en claquant ses talons sur le parquet. Mon avocate qui me serrait dans ses bras en répétant « On a gagné, Céline, on a gagné ». Mais surtout, je me souviens d'Arthur. Mon petit garçon qui relevait enfin la tête, qui respirait enfin librement. Il m'a regardé avec ses grands yeux marrons et a dit simplement « On rentre à la maison, maman ?» Sophie nous a raccompagnés. Dans la voiture, Arthur s'est endormi, épuisé par toutes ses émotions. Sa main tenait toujours la mienne. Sophie conduisait en essuyant régulièrement ses larmes de joie. « Tu as été incroyable, Céline. » Et Arthur, quel courage! Je regardais mon fils dormir. Son visage était enfin paisible. Plus de tension dans ses petites épaules. Plus de peur dans ses traits. De retour à l'appartement, j'ai préparé un chocolat chaud. Arthur s'est réveillé et on s'est installé sur le canapé, sous notre plaid préféré. « Maman, j'ai plus besoin de mentir maintenant ?» « Plus jamais, mon cœur. Plus jamais. » Il a souri. Un vrai sourire, comme je n'en avais pas vu depuis des mois. « On peut faire des crêpes pour fêter ça ?» J'ai ri. Mon fils était de retour. Le vrai Arthur, pas celui que son père essayait de fabriquer. Cette nuit-là, il a dormi dans son lit sans cauchemar. Moi, je suis restée éveillée longtemps, assise dans la cuisine. Je repensais à tout ce chemin parcouru. Les doutes, les peurs, les nuits blanches. Mais on avait tenu bon. Les semaines suivantes ont été un mélange de soulagement et d'adaptation. Arthur a recommencé à bien dormir, à bien manger. Ses notes à l'école se sont améliorées. Sa maîtresse m'a dit qu'il participait plus en classe, qu'il riait avec ses copains. Les visites supervisées avec Jean-Marc ont commencé un mois plus tard. La première fois, Arthur était nerveux. Je l'ai accompagné jusqu'au centre de médiation, un bâtiment moderne près du jardin botanique. Une assistante sociale sympathique l'a accueilli. « Tu sais que tu peux tout dire à Madame Martin », je lui ai rappelé. « Elle est là pour que tout se passe bien. » Il a hoché la tête bravement et est entré. Ces 2 heures ont été les plus longues de ma vie. Mais quand il est ressorti, il souriait. Ça s'est bien passé. Papa a dit pardon. Il a pleuré un peu. Au fil des mois, une routine s'est installée. Les visites supervisées continuaient. Jean-Marc, d'après ce que me rapportait l'assistante sociale, faisait des efforts. La thérapie semblait porter ses fruits. Il apprenait, lentement, à être père sans manipuler, sans contrôler. Arthur grandissait. Il avait maintenant 9 ans et demi. Un soir, alors qu'on préparait le dîner ensemble, il m'a dit quelque chose qui m'a bouleversée. « Tu sais maman, je suis content que tu te sois battue pour moi. Même quand c'était dur. » J'ai arrêté de couper les tomates, émue. Madame Petit, à l'école, ses parents ils se disputent aussi. Mais sa maman, elle laisse tout passer. Moi j'ai de la chance. Tu t'es battue. Ce soir-là, j'ai compris que notre combat n'avait pas été vain. Non seulement j'avais gardé mon fils, mais je lui avais aussi enseigné une leçon précieuse, qu'il valait la peine qu'on se batte pour lui, qu'il méritait d'être protégé, respecté, aimé sans condition. 1 an plus tard, le juge a accepté d'assouplir les visites.
Jean-Marc pouvait maintenant voir Arthur un week-end sur 2, sans supervision. Le premier week-end non supervisé, j'étais terrifiée. Mais Arthur est rentré souriant. Papa a changé, maman. Il me demande mon avis maintenant. Et il dit plus de méchanceté sur toi. La guérison prenait du temps, mais elle était en marche. Arthur voyait toujours la psychologue scolaire une fois par mois. Elle me disait qu'il allait bien, qu'il avait développé une résilience remarquable. Simone, elle, avait disparu du paysage. Jean-Marc m'avait dit lors d'un rare échange cordial qu'elle avait mal pris le verdict et qu'ils ne se parlaient plus beaucoup. Tant mieux. Arthur n'avait pas besoin de cette influence toxique. Notre appartement près du jardin public était toujours petit, mais il était rempli de rire. On avait nos rituels, les crêpes du dimanche, les balades au parc, les soirées films sous notre plaid. C'était simple, mais c'était notre bonheur. Sophie venait souvent. Elle était devenue la tata qu'Arthur n'avait jamais eue. Elle l'emmenait au cinéma, lui apprenait à faire des gâteaux. Notre petite famille choisie était plus forte que jamais. Un soir de printemps, 2 ans après le procès, Arthur m'a montré une rédaction qu'il avait écrite pour l'école. Le sujet était « Mon héros ». Je m'attendais à lire sur Spider-Man ou un footballeur. Mais non. Mon héros, c'est ma maman. Elle est pas super forte et elle peut pas voler. Mais elle s'est battue contre des méchants pour me protéger. Elle m'a appris que dire la vérité c'est important, même quand c'est difficile. Elle fait les meilleures crêpes du monde et elle sent bon la vanille. Des fois elle pleure, mais c'est pas grave parce qu'elle sourit encore plus. Mon héros, c'est ma maman, et j'espère qu'un jour je serai courageux comme elle. J'ai pleuré en lisant ces mots. Des larmes de joie, cette fois. On avait gagné bien plus qu'un procès. On avait gagné le droit de s'aimer librement, sans peur, sans mensonge. Jean-Marc fait maintenant partie de la vie d'Arthur de manière plus saine. Ils ont trouvé leur équilibre. Il ne sera jamais le père que j'avais espéré qu'il soit, mais il apprend. Et Arthur grandit en sachant qu'il est aimé, qu'il a de la valeur, qu'il mérite le respect. Quant à moi, j'ai appris que la force d'une mère n'a rien à voir avec l'argent ou le statut social. Elle vient du cœur, de cet amour inconditionnel qui nous pousse à nous battre même quand tout semble perdu. Notre histoire n'est pas un conte de fées. C'est l'histoire vraie d'une mère et d'un fils qui ont choisi la vérité plutôt que le mensonge, l'amour plutôt que la manipulation. Et ça, c'est notre plus belle victoire.